Bonjour à tous, plus que ravi de pouvoir vous retrouver pour cette troisième édition des Talks qui sont organisés par l'association extrêmement dynamique Shine to Lead. Aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver autour d'un thème qui est particulièrement passionnant, on va le voir. Je suis Saïna Boudia, cofondatrice de AAC 55, une plateforme qui vise à valoriser les acteurs culturels, à promouvoir les cultures africaines, bien au-delà de nos frontières. Et aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur ce thème de la culture, mais aussi de l'identité, avec deux invités, vous allez le voir, qui sont particulièrement passionnés par le sujet, qui ont énormément de choses à nous apporter sur cette thématique-là, beaucoup de contributions, d'ailleurs assez personnelles aussi, on va le voir à travers leur parcours. Je commence par présenter Mohamed Mbougar Sarr. Mohamed, tu es né en 1990, tu es l'aîné d'une famille de 7 enfants. Tu as grandi à Diourbel avant d'intégrer le Prytanée militaire de Saint-Louis, après un baccalauréat en littérature et en philosophie que tu as, enfin, des études que tu as poursuivies en France. Et puis, en 2014, tu as décidé de te lancer dans l'écriture. Tu as écrit un premier roman, La Cale, qui a remporté, j'ai envie de dire, tous les succès, avec le prix Stéphane Hessel, organisé par RFI, et puis le premier roman Terre Sainte de 2015, qui a remporté aussi plusieurs prix, dont celui de prix Amadou Kourouma du Salon du Livre de Genève. Silence du cœur, ça c'était ton deuxième roman, qui reçoit aussi le prix littérature Monde de Saint-Malo. Et ce dernier livre s'intitule De purs hommes. Alors, Mbougar, à seulement 26 ans, tu étais déjà considéré par tes pairs et bien au-delà comme l'écrivain sénégalais le plus prometteur de ta génération. Qu'est-ce que t'évoque ce thème de culture et identité? Alors, bonjour d'abord à toutes et à tous. Merci beaucoup Seynabou et merci beaucoup à Naye et à toute l'association Shine to Lead. Je suis très heureux d'être là ce matin et je salue vraiment toutes les élèves, toutes les participantes qui sont là avec nous et je salue aussi Angèle Gabon avec qui j'ai le plaisir et l'honneur de faire cette rencontre. Alors, ce thème de culture et identité, disons que, pour le résumer très rapidement, on peut dire que c'est finalement deux grands piliers de ce que signifie aujourd'hui être un être humain, être un être vivant sur cette planète aujourd'hui. D'une certaine façon, on pourrait définir un homme ou une femme par sa culture et son identité, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça signifie plus précisément pour moi? Cela représente deux mots, enfin, je pourrais trouver deux synonymes que le président Léopold Sédar Senghor, poète également, utilisait beaucoup, l'enracinement et l'ouverture. Pour moi, les synonymes, c'est ça. L'identité, c'est l'enracinement, la culture, c'est l'ouverture aux autres cultures. Pour moi, pour le dire très simplement, c'est cela. On pourra développer tout à l'heure, mais c'est ainsi que je conçois mon activité d'écrivain. Mon identité, c'est ce que j'ai vécu au Sénégal, c'est mon enfance au Sénégal, c'est mon enfance à Diourbel, mon adolescence à Saint-Louis. Ça, c'est une part de mon identité. Et puis tout le reste, j'estime que c'est la culture. Ce sont les choses que j'ai acquises, les livres que j'ai lus, les rencontres que j'ai faites, jusqu'aux livres que j'ai publiés un peu plus tard. Donc pour moi, culture et identité peut avoir comme synonyme enracinement et ouverture. Voilà un peu ce que je voulais dire en entrée, et puis on discutera tout à l'heure avec toutes les participantes. Merci à toi, Mbougar. Alors, on continue avec notre deuxième invité qui a accepté de nous rejoindre pour cette session, Angèle Diabon. Tu es l'une des réalisatrices qui a le plus marqué cette génération. Tu as été formée au Forum Média Centre de Dakar en 2003. Ensuite, tu es passée au FEMIS à Paris et à la Film Academy en Allemagne. En 2005, tu réalises ton tout premier film, Mon beau sourire, qui a été très remarqué et plusieurs fois primé. Tu as aussi enchaîné avec 4 documentaires qui sont particulièrement forts, dont le premier, celui qu'on ne présente plus, Congo, un médecin pour sauver les femmes, qui est finalement le premier film qui a été réalisé sur le docteur Denise Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018 et qui est celui qu'on appelle le docteur qui a réparé
les femmes. Et en discutant avec toi, on va voir que ça, c'est un élément peut-être aussi fort quand on parle de culture et d'identité. Comment est-ce que ces femmes ont vécu aussi ce traumatisme-là et comment est-ce qu'elles ont réussi à le dépasser. Tu passes à la fiction avec Ma coépouse bien-aimée, qui a été aussi prix du meilleur scénario au Festival Émergence du Togo. Mention spéciale au Festival Afrique Lab. Rapidement aussi, Un air de Cora, qui est ton dernier film, qui a été présenté au FESPACO 2019, qui est le meilleur court-métrage au Festigab du Burundi, au Women Film Festival du Rwanda également. Voilà, tu es vraiment une réalisatrice, une productrice particulièrement engagée. C'est la signature qui se démarque dans toutes tes réalisations. Je te retourne cette question. Qu'est-ce qu'évoque pour toi ce thème de la culture et de l'identité? Angèle? Lycéenne, je suis contente d'être ici pour discuter de ce thème important pour nous, qui est le thème d'identité et de culture. Et pour cela, je vais rejoindre Mbougar dans l'enracinement. La phrase de Senghor est très importante pour moi et un peu mon leitmotiv depuis que j'ai commencé à travailler, parce que pour moi, il faut s'enraciner d'abord avant d'être prêt à toute ouverture. Et quand on parle d'identité de la femme, obligatoirement, on revient à la question de la place de la femme. Pas forcément la question du féminisme, mais moi, femme, comment je trouve ma place dans cette société-là, comment je dois d'abord être forte, puisque c'est nous qui portons la famille, c'est nous qui portons la nation. Comment moi, je dois d'abord être forte, trouver ma place, être moi d'abord, avant de pouvoir porter cette nation-là et cette famille. Pour moi, par rapport à la femme, cette question d'identité est très importante. Est-ce que dans ton parcours, Angèle, ça a été toujours simple de pouvoir porter ce bagage culturel et en même temps de vouloir offrir au monde ton talent et l'expression de ce que tu as appris et de ce que tu voulais donner et partager aux autres à travers ton art? Et c'est pas toujours simple parce que je suis d'abord sénégalaise, ouverte au monde, et j'ai envie de parler de mon Afrique, pas seulement du Sénégal, et de parler d'une Afrique que je vis moi. Donc c'est une Afrique forte, c'est une Afrique émergente, c'est une Afrique sans complexe. Quand on grandit au Sénégal, par exemple, on n'est pas forcément confronté au racisme. On est sénégalaise, on est fier de l'être, le Sénégalais est fier, est beau et élégant, et on n'est pas en face de ce racisme-là, t'es noir, ou tu dis, oups, je ne suis pas noire, je suis juste Angèle. Or, quand on commence à travailler dans l'art et qu'on voyage dans le monde, on se rend compte de cette position-là qu'on a ailleurs. Et du coup, la difficulté est comment j'utilise mon art, comment je travaille, comment déjà dans l'ailleurs, j'arrive à être à l'aise comme je le suis dans mon pays en tant qu'Angèle, femme africaine noire. Et mis à part de trouver cette place-là ailleurs, c'est à l'intérieur, comment je fais pour sensibiliser sur ce que je vois de bien ailleurs. Et donc, il y a cet équilibre-là à trouver entre le dehors et le dedans, entre la tradition et la modernité, entre l'autre et nous. Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Alors, on a des jeunes femmes extrêmement talentueuses qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont aussi celles qui font Shine to Lead et qui bénéficient de tout ce programme d'accompagnement en développement, en leadership. Merci à elles d'être avec nous. Je sais qu'elles ont aussi des questions, donc on va les aborder dans la seconde partie. Une des questions qui peut se poser, parce que parmi elles, nous avons des jeunes femmes qui viennent de Matam, qui viennent d'un petit peu partout au Sénégal, c'est comment est-ce que finalement, lorsqu'on est, et c'est ce qui vous caractérise tous les deux, Angèle et Mbougar, lorsqu'on est issu de la province, comment est-ce qu'on fait, comment s'est passée votre arrivée à Dakar ou en France, parce que vous avez été aussi amené à poursuivre des études à l'étranger. Comment s'est passé l'accueil? Comment s'est passée la gestion de la transition entre un environnement provincial qui est familier, qui est connu, à un environnement
qui est peut-être aussi totalement différent. Comment vous avez vécu ça et quelle expression est-ce que ça a pris dans la suite de votre parcours de vie? Bougar, Je je te laisse commence. la parole. Oh, très bien. Mais écoute, alors, merci beaucoup, Seynabou. Pour ma part, cela s'est fait de façon assez naturelle, assez simple, pour la simple raison que j'estime que l'enfance est une période absolument fondamentale dans l'acquisition d'un certain nombre de savoirs, mais aussi du savoir-être, du savoir-vivre et de tout son ensemble de valeurs qui font qu'où qu'on soit et qu'où qu'on aille, après, on arrive à faire face au monde, à faire face aux autres, en tout cas à donner aux autres une sorte de respect qui fait qu'on a une chance de le recevoir en retour. L'éducation que j'ai reçue à Diourbel et ensuite à Saint-Louis, au Prytanée militaire, c'est deux éducations très différentes. D'abord, une éducation très familiale avec des parents qui étaient très présents et qui tenaient à ce que je réussisse, mais vraiment par des études. Mon père a été dans sa famille le premier à faire des études, donc pour lui, c'était extrêmement important. Donc, j'ai eu une enfance vraiment très encourageante, qui m'encourageait toujours à aller vers l'excellence, vers le travail, vers la lecture, vers la curiosité sous toutes ses formes, mais aussi une éducation morale très, très forte sur ce que c'était être un homme selon des valeurs qui étaient des valeurs traditionnelles sérères, mais aussi des valeurs qui sont issues de la culture plus religieuse. Donc ces deux mêlés-là ont fait que je n'avais pas peur, avant de partir, de rencontrer des choses ou des gens qui, comment dire, qui m'étonneraient ou qui m'ébranleraient d'une certaine façon. Et je le dis vraiment sans prétention en disant je suis le meilleur. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement dire j'avais confiance dans ce que j'avais reçu comme transmission, comme valeur, comme éducation. Et ensuite, je suis allé au Prytanée militaire de Saint-Louis où j'ai reçu une autre éducation scolaire, évidemment, mais aussi militaire, donc avec toutes les valeurs de, voilà, de la discipline, de des règles, voilà, de la rigueur, des choses un peu comme ça. Et ensuite, je suis allé en France. Donc là, c'était évidemment une autre étape, mais j'ai toujours pu compter sur cette part d'identité-là que j'avais commencé à avoir au Sénégal et que j'ai poursuivi ailleurs. Donc à chaque fois que j'étais dans un moment de doute, parce qu'il y a beaucoup de moments de doute, des moments un peu compliqués, je me suis rappelé ce qu'on me disait, ce que j'ai eu à recevoir et tout ce que j'avais comme bagage à la fois intellectuel et moral pour essayer de faire face aux épreuves qui se présentaient et aux défis qui se présentaient. Donc, pour le dire très rapidement, je n'ai jamais eu peur de me perdre parce que je savais que dans les moments les plus difficiles, les plus critiques, je pouvais toujours compter sur ce qu'on m'avait transmis. Et ça a été une force. Je crois que tu utilisais le terme en te lisant un petit peu, sans te paraphraser, de je suis un privilégié. Donc tu t'es senti préparé à affronter le reste. Oui, on peut le dire comme cela. Je me suis senti un peu, oui, peut-être un peu privilégié dans le sens où je voyais autour de moi beaucoup de personnes qui étaient peut-être moins préparées parce que leur parcours de vie était différent. Je ne porte pas du tout de jugement sur ces personnes-là parce qu'elles ont eu aussi leur parcours. Tous les parcours sont différents. Mais le mien, mon parcours était celui d'un jeune homme à qui on a donné la chance et la possibilité de pouvoir toujours apprendre et de pouvoir compter sur cet apprentissage-là pour faire face à ce que la vie lui réservait comme expérience, comme surprise, bonne ou mauvaise d'ailleurs. C'est que c'est vraiment dans les deux sens qu'il faut prendre les choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut toujours, je pense, s'appuyer sur ce que l'on a appris. Quand elles sont très bonnes, on va les accueillir très bien, mais aussi avec énormément d'humilité, sans prétention, et ne jamais considérer qu'on est arrivé à un certain stade. Et puis, lorsqu'elles sont mauvaises aussi, considérer qu'il y a un pas nouveau à faire, et puis aller de l'avant en tirant évidemment les leçons de l'épreuve qui vient de passer. Voilà. Merci beaucoup, Mbougar. Angèle? Oui. Donc, pour moi, je dirais que le fait d'avoir grandi en région m'a donné un ancrage qui aujourd'hui m'a permis d'évoluer dans un métier
qui n'est pas forcément toujours, en tout cas à l'époque quand je commençais en 2000, n'était pas forcément toujours facile pour la femme que j'étais, la jeune femme que j'étais. Donc, du coup, je pense qu'avoir grandi en région, comme je disais, m'a permis d'être ancrée, m'a permis de croire en ce que j'étais, mais aussi d'avoir une confiance et de me dire, si les autres y arrivent, je ne vois pas pourquoi moi, je ne peux pas y arriver. Ça, c'est vraiment une phrase qui m'a suivi tout au long parce que grandir à région, parfois, on peut voir la ville et les gens de la ville comme avec complexe, avec quelques complexes quand même, parce que ils auraient accès à une certaine culture, à une certaine modernité, à un certain urbanisme que nous, on n'avait pas accès en étant en région. Et en fait, moi, cette position-là, je l'ai plutôt transformée, en tout cas quand j'ai commencé à vivre à Dakar à l'adolescence, à partir de 14-15 ans, je l'ai transformée en force en me disant que moi, j'avais eu la chance justement d'être concentrée dans la lecture pendant mon enfance. Puisque là où j'étais, il n'y avait pas forcément beaucoup de loisirs, je n'avais pas le droit de sortir, on était plutôt enfermés. Et dans cet enfermement-là, c'était la lecture, c'était les bibliothèques, c'était le recueillement, et toutes ces choses-là, pour moi, ont participé. À l'époque, c'était de la frustration en me disant pourquoi je ne peux pas faire comme les autres. Or, aujourd'hui, je me rends compte que ça a participé à façonner ma personnalité. Ça a participé à me permettre d'être à l'aise, quel que soit l'endroit où j'étais. Ils ont des avantages, ils ont avancé, ils ont ceci. Mais moi aussi, j'ai peut-être quelque chose que je peux transmettre au monde. J'ai peut-être quelque chose qui me permet d'apporter ma pierre à l'évolution, modestement, à l'évolution de mon Sénégal, que ce soit à travers quel que soit le métier. Quel que soit le métier qu'on fait, on doit se dire qu'on peut apporter quelque chose. Et à ce moment-là, il n'y a pas de complexe à avoir qu'on vienne des régions ou pas. Moi, en tout cas, ce que je peux dire à ces filles qui sont là, parce que la majorité des filles qui sont avec nous aujourd'hui dans ce débat, avec Bougar et moi, viennent des régions. Et donc, elles sont l'avenir de ce Sénégal. Elles sont la force. Elles sont la base, en fait. Elles sont la base. Elles seront en tout, mais il faut qu'elles sachent qu'elles sont la base et la force de ce Sénégal-là. Comme Bougar et moi, on a pu puiser de là où on venait pour arriver là où nous sommes, que ce soit en France, que ce soit à Dakar, on a su profiter de ce que ces lieux-là nous apportaient en plus. Donc voilà. Alors, une question qui me vient, et puis après, on va vraiment passer à cette session d'échange. C'est des métiers qui ne sont pas forcément ordinaires. Culturellement, au Sénégal, le fait d'être réalisatrice quand on est une femme, je pense que ce n'est pas forcément la majorité ou l'évidence. Est-ce que ça a été quelque chose de facile à positionner, notamment vis-à-vis des proches. Un aspect aussi, si tu permets, que je me permets de partager, c'est que ton éducation a été marquée aussi par cet apprentissage religieux, puisque tu as évolué aussi dans un cadre où voilà, tu étais entourée de sœurs, etc. Est-ce que ça a été facile finalement de dire je veux devenir réalisatrice? Est-ce que c'était évident? Est-ce que tu peux partager un petit peu ces passages-là, parce que je pense que c'est important. Je crois que ça, c'est aussi un élément fondamental de notre culture, cette espèce de dilemme qu'on peut avoir, qui n'est pas forcément un dilemme d'ailleurs, ou qui ne doit pas l'être, entre religion et en même temps, volonté de s'imposer dans un choix de carrière qui peut paraître original. Mais ce n'était pas évident parce que je dis souvent, je pense d'ailleurs que je suis devenue réalisatrice pour cette soif de liberté et d'expression justement, puisque dans cet endroit, on n'avait pas forcément le droit de dire les choses comme on les pensait. Il y avait beaucoup d'interdits autour, mais en même temps, c'était des interdits pour nous permettre d'être des êtres forts, comme je disais aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout une critique que je ferais, mais je dirais plutôt c'était pour nous cadrer, pour nous éduquer, bref, tout ce qu'on veut. Mais à un moment, quand on grandit, en tout cas moi, j'avais une forte envie de dire les choses comme je les sentais. Pas de les dire parce que ça arrangeait, ça arrangeait la religion. Donc, ouais.
excusez-moi. Et du coup, c'est pas, j'aime pas parler de cette période. Bref, c'était pas évident d'arriver à faire comprendre que cette expression était importante pour moi. Ça m'a valu en fait d'être, oui, punie, chassée, mais ça m'a rendue forte parce que je me suis dit qu'il fallait que je prenne ça comme de la force et que même à cet âge-là, j'ai trouvé les moyens de devenir ce que je voulais être. C'est pas évident parce que, par exemple, les premiers cinéastes que j'ai vus en disant que je voulais être cinéaste m'ont dit « Sors de chez moi, tu ne seras jamais rien. Si tu penses qu'être cinéaste, c'est aussi facile, tu ne seras jamais rien. » Et cette phrase m'a permis de dire « Il aura tort. Il aura tort. Peut devenir cinéaste, peut devenir réalisatrice, qui le veut et qui a la volonté. » Et à partir de ce moment, je me suis dit « Personne ne m'aidera, c'est moi. Il faut que je trouve ma place et que j'avance. » Et j'ai trouvé les voies et moyens. Je suis tombée plusieurs fois et je me suis relevée quelques fois et je suis là avec vous aujourd'hui. Donc cet endroit-là, j'aime pas trop en parler comme j'ai dit. Bon, je me permets de poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui peuvent se retrouver aussi à travers ton parcours de vie, que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et le fait que toi, tu aies réussi à dépasser ces limites qu'on pouvait t'opposer, que tu puisses nous expliquer comment tu as fait, ou comment tu as puisé cette force-là et comment finalement ça a peut-être été déterminant dans la suite de ton parcours. Parce que je rappelle aussi que tu as occupé des responsabilités au sein de ton secteur. Tu as été présidente d'une association importante pour les droits d'auteur, pour le cinéma au Sénégal pendant plusieurs années, en étant femme dans un milieu où il y a 90%, pour ne pas dire 99% d'hommes, de s'imposer. Je pense que ça n'a pas été évident. Oui, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est moins ce qu'on a vécu dans son enfance ou les obstacles. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est les fois où on se relève, en fait. Les fois où on sort grandi, des obstacles qui peuvent nous arriver dans la vie, parce que tout le monde vit des choses difficiles. C'est pas qu'un artiste qui peut vivre, tout le monde vit des choses difficiles. Et ça, il faut que les filles le sachent. Mais le plus important, c'est comment on rebondit. Comment on les dépasse. Voilà, comment on les dépasse. C'est pas la chute, il ne faut pas rester sur les chutes, sur les douleurs et tout ça. C'est comment on les dépasse et comment on en fait quelque chose qui nous permet d'être invulnérable, je ne sais pas, mais en tout cas de se construire sa carapace et de dire, OK, ça m'a blessé, je ne veux plus que ça me touche et je dois évoluer. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angèle. Alors, je propose qu'on commence à prendre certaines des questions qui sont posées par nos jeunes femmes talentueuses. Je vais donner la parole et puis on reviendra naturellement sur cet échange-là, et puis peut-être essayer d'approfondir certains aspects, mais à l'aura de ce qui aura été posé aussi comme question. Zainab Diop, tu es en seconde S et tu nous viens de Ziguinchor. Est-ce que tu peux nous partager ta question? Bonjour Tata Seynabou. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour Tata Angèle, bonjour Tonton Bouga. Bonjour à toutes les filles. Je me nomme Seynabou Zainab Diop en classe de seconde S dans la région de Ziguinchor. Ma question est la suivante. J'ai constaté au Sénégal, nos cultures et nos identités sont bafouées. Quelles sont les solutions pour y remédier? Alors, Bougar, peut-être, est-ce que tu pourrais répondre à Seynabou? Seynabou, mon homonyme en plus, porte le même prénom. Oui. Merci pour cette question. Bonjour Seynabou et merci pour ta question. Alors, c'est une question qui est très compliquée. Il faudrait d'abord trouver les causes de ce bafouement-là pour pouvoir peut-être trouver les solutions. Qu'est-ce qui bafoue nos cultures? Qu'est-ce qui bafoue nos identités? Une fois qu'on le saura précisément, on pourra peut-être y répondre avec précision. Mais il y a une chose, en tout cas, que je pourrais dire. Je crois qu'aujourd'hui, on confond beaucoup précisément les deux. On confond
ce qui relève de la culture et ce qui relève de l'identité. Et je pense que c'est cette confusion-là qui fait qu'on n'arrive pas très bien toujours à voir clairement où nous allons. Pour donner un exemple très simple, ce qui relève de la culture, par exemple, disons ce qui relève de l'apprentissage qu'on fait du monde à partir de chez nous et que l'on fait petit à petit pour aller vers le monde. Pour moi, c'est ça la culture. Et bien ça, de plus en plus, ça entre en opposition avec ce qu'on considère être une identité qu'on ne doit pas toucher, qui doit être éternelle. Moi, je dis qu'une identité est toujours plurielle et qu'elle apparaît, qu'elle est d'autant plus forte qu'on arrive à la confronter à d'autres expériences, à d'autres identités et aussi à d'autres cultures. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui bafoue l'identité, c'est nous-mêmes, d'une part, qui ne comprenons pas que ce qu'on considère comme notre identité n'est pas quelque chose de figé, mais que c'est quelque chose qui bouge tout le temps et qui bouge parce qu'il y a des moyens de s'ouvrir à d'autres cultures et qu'il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à d'autres cultures parce que s'ouvrir à d'autres cultures, c'est une façon de dire j'ai confiance dans la culture que j'ai confiance dans l'identité que j'ai pour affronter ou pour dialoguer avec le monde. Je pense que ça, c'est l'un des problèmes. Et puis, l'autre problème, c'est peut-être la question de la transmission. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que beaucoup de personnes, des jeunes personnes en particulier, n'arrivent pas toujours à recevoir ce qui a fondé quand même beaucoup de sociétés, qu'il y a un problème dans la transmission, soit que les choses sont mal transmises, soit parce que ce qu'on transmet n'est pas toujours complet ou qu'on ne trouve pas la bonne façon de transmettre pour que les personnes, quel que soit leur âge, leur niveau, puissent bien comprendre les enjeux. Donc, il faut travailler encore sur l'éducation, travailler pour l'école et travailler pour que des structures comme Shine to Lead se multiplient à travers le Sénégal et que de plus en plus de jeunes de votre âge puissent avoir accès voilà, à des façons, d'autres façons de renforcer leur culture, de fortifier leur identité, mais de les ouvrir en même temps au monde. Donc, pour le dire très rapidement, c'est ce que je pense, mais peut-être qu'il y a d'autres précisions que tu voudrais apporter. Voilà. Merci beaucoup, Mougar. Angèle, tu es d'accord avec cette définition? C'est effectivement très important de différencier culture, d'identité et d'éviter les amalgames. Avec Mougar, je trouve qu'il a bien répondu, donc on peut passer à une autre question. Merci à toi. Alors, je me tourne vers Marthe. Marthe Ndiaye, tu es en première S2. Tu nous viens de la région de Tamba, d'où tu nous parles. Je te donne la parole et on t'écoute pour ta question. Bonjour tout le monde, je suis très honorée de prendre la parole. Donc, voilà ma question. Quelle est l'importance de Alors on n'a peut-être pas bien entendu la question. Tu veux bien la reprendre? Quelle est l'importance de l'identité culturelle? Quelle est l'importance de l'identité culturelle? Merci à toi, Marthe. Merci à vous aussi. Merci. Angèle? Oui, merci Marthe. J'espère que tout va bien à Tamba. L'identité culturelle, elle est la base de l'être humain. L'identité culturelle, c'est notre empreinte, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et qu'on pourra évoluer dans la vie et devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. L'identité culturelle est cruciale et importante et primordiale. Donc, il faut savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons, l'accepter, en être conscient pour pouvoir bien évoluer dans la vie, en fait, être soi. Et aujourd'hui, vous êtes au lycée et c'est d'autant plus important de se ressourcer et de savoir, en tout cas, de réfléchir sur ce que vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous pouvez être, parce que vous allez passer à l'université dans 1 an, 2 ans.
et voilà, donc l'identité pour moi, c'est la base de ce que nous sommes. Donc c'est ce que je peux dire à Marthe. Merci, Angèle. Merci beaucoup. On continue à voyager et nous voilà à Kafrine avec Fatou Seignane qui est en seconde S. Fatou, nous t'écoutons. Bonjour. Bonjour, Fatou. Bonjour. Bonjour. Merci à vous, Tata Seynabou, de m'avoir donné la parole. Mais aussi merci à Tata Angèle et Monsieur Mougar de nous avoir donné cette opportunité. Je me nomme Fatou Seignane et je suis de la région de Kafrine. Ma question est la suivante. Pourquoi dit-on que la culture est importante dans un pays? Ah, ça, c'est une question super intéressante. Merci aussi pour cette question-là. Donc, toutes vos questions sont très pertinentes. Mbougar, je me tourne naturellement vers toi parce que je sais que tu as été aussi très engagé, Oui. très militant. Et je pense que tu pourrais parfaitement nous éclairer sur l'importance de la culture pour une nation, pour un pays. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Seynabou. Et merci surtout, Fatou Seignane, pour ta question qui est en effet fondamentale. Alors, pourquoi est-ce que la culture est importante, voire essentielle dans un pays? C'est d'ailleurs un prolongement avec la dernière question à laquelle Angèle a répondu parfaitement. Je crois qu'un pays sans culture est un pays en réalité qui n'existe pas. Parce que la culture, c'est aussi la preuve que le pays a existé depuis très longtemps et il y a quelque chose qui s'est transmis à travers l'histoire. La culture, c'est la preuve qu'un pays a traversé une histoire et qu'il existe donc dans l'histoire. Pour le dire très simplement, si on enlève, par exemple, la culture au Sénégal, si on enlève la culture qui nous vient du sud, la culture des Sérères, la culture des Alpulaar, si on enlève simplement ce qui fait la culture, les cultures du Sénégal, eh bien, le Sénégal n'existe pas. C'est une outre qui est vide, c'est une sorte de récipient comme ça qui n'existe pas, qui est complètement vide. Il y a une définition qu'on donne souvent de la culture qui est très célèbre. On dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Une fois que vous avez tout oublié, qu'il n'y a plus rien, ce qui vous reste, c'est la culture, c'est la preuve de la trace, c'est la trace en réalité qui s'est faite, la trace que vous laisserez, mais la trace que vous avez trouvée lorsque vous êtes arrivé. Donc la culture, vraiment au sens le plus large, parce qu'il y a plusieurs définitions possibles de la culture, mais au sens le plus large, la culture, c'est la trace de l'être humain sur Terre, en tout cas sur le coin de Terre où il est venu au monde. C'est la culture qui est la preuve qu'il est passé par là, qu'il a eu des ancêtres, qu'il aura des descendants. Et ce qui est fondamental dans la culture, c'est la transmission. Voilà, c'est ce qui se transmet de génération en génération à travers le temps et qui fait toute la force d'un pays. Donc, pour le dire très simplement, c'est ça l'importance de la culture dans un pays. Merci beaucoup, c'est ce qui nous unit. Exactement. C'est ce qui nous renforce. Alors du coup, Aïssata Nian, on revient à Dakar, la capitale. Je voulais rajouter un mot sur la culture. Oui. Parce que ça me fait penser, sa question me fait penser à Senghor. Parce que Senghor, à son époque, il avait beaucoup investi dans la culture, c'est-à-dire il choisissait les élites du pays pour leur envoyer, dès que quelqu'un avait un talent, il présentait un talent chez quelqu'un, il l'envoyait à formation, mais la condition c'était de revenir au Sénégal et travailler. C'est comme ça que les manufactures de Thiès ont été créées. C'est comme ça que l'école Moudra Afrique a été créée. C'est comme ça que le Théâtre national Daniel Sorano a été créé. Et toutes ces grandes institutions culturelles qui ont été créées et dans les années 60 ont été faites dans un sens où Senghor se disait, pour qu'une nation soit forte, il faut que sa culture soit forte. Il faut qu'elle soit capable de faire rayonner sa culture dans l'international. Et c'était aussi pour ça que Sékou Touré aussi faisait de la Guinée un espace culturel dans son ensemble où il y avait N ballets de la Guinée qui voyageaient partout
pour montrer la culture de la Guinée ou la culture sénégalaise. Donc, une forte culture porte les nations, en fait, les grandes nations. On le voit avec les États-Unis et leur cinéma, ou la France avec leurs musées et les arts de la France. C'est une façon aussi d'influencer le monde. Et d'ailleurs, pour vraiment finir sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voyage dans le monde, lorsqu'on a la chance de voyager dans le monde, c'est vrai qu'il y a quelques figures de sport, par exemple, notamment Sadio Mané, est quelqu'un qui revient assez souvent dans le monde. Mais lorsqu'on passe cette figure-là, les principales figures que l'on connaît à travers le monde, les figures sénégalaises, sont des figures de culture. On va vous parler de Senghor, on va vous parler des écrivains, on va vous parler des cinéastes, on va vous parler d'Angèle Diaban, on va vous parler de beaucoup de gens qui aujourd'hui font vraiment la fierté du Sénégal, représentent le Sénégal dans le monde aujourd'hui. C'est aussi la preuve de ce qu'est l'importance de la culture aujourd'hui. C'est l'un des porte-étendards, l'un des drapeaux les plus forts pour un pays dans le monde aujourd'hui. Et moi, ça me fait toujours plaisir lorsque je dis quelque part dans le monde, je viens du Sénégal, les gens me diront « Ah, c'est le pays de… » Et ensuite, ils rajouteront un nom d'un écrivain, d'un cinéaste, d'un rappeur, ou en tout cas d'une personnalité du monde de la culture, et ça me rend toujours extrêmement fier. Merci beaucoup. Alors du coup, moi, il y a une question que je me pose et que je me permets de vous adresser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on continue à investir suffisamment la promotion de la culture sénégalaise et là, je pose la question à tous les deux. Et si ce n'est pas le cas, quelles seraient les actions, peut-être pas toujours issues du public, parce que même si c'est un élément qui fédère tout le monde et qui est constituant même de la nation, comment est-ce qu'on peut davantage valoriser notre patrimoine culturel, notre identité culturelle? Bougar? Non, je te laisse, Angèle. Je sentais bien que vous alliez vous envoyer la patate chaude, là. Oui, je laisse Angèle. De valoriser. Aujourd'hui, pour le cinéma sénégalais, c'est difficile de dire que l'État ne fait pas quelque chose ou que c'est pas parce que c'est quand même, il y a un très bon on a un fonds, les cinéastes ont été aidés, donc je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une volonté étatique pour accompagner le cinéma sénégalais. Et on voit, il y a eu un creux où à un moment, on n'avait même pas de long métrage par an. On arrivait, où on restait 2-3 ans sans qu'il y ait un long métrage sénégalais. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a une jeune génération, des cinéastes qui sont très dynamiques et que chaque année, on a un grand film sénégalais, que ce soit un court métrage ou que ce soit un long métrage. Donc, sur le plan cinématographique, je trouve qu'il y a une évolution qui est plutôt ascendante et positive et assez lumineuse, je pense. Après, on parle ici de la culture sénégalaise en général. Si on parle de la culture sénégalaise en général, je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la façon de transmettre notre culture sénégalaise passe beaucoup par l'audiovisuel, par la télévision. Or, quand on regarde aujourd'hui les télévisions, on a de plus en plus peur. Qu'est-ce qu'on met en avant dans cette culture-là? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a décidé de garder de cette culture-là, qui était riche, qui était forte. Je ne parle pas seulement de Senghor, mais tout au long de l'évolution du Sénégal, on a une base culturelle qui est intense, qui est forte, qui a influencé des grands artistes de ce monde, notamment même Picasso, qui a été influencé par l'art africain. Mais aujourd'hui, malheureusement, au Sénégal, on décide de garder des piètres parties de cette culture-là et de transmettre ça à travers l'audiovisuel. Je ne parle pas des autres arts, parce que l'art plastique évolue, mais en tout cas, cette culture qu'on transmet à cette jeunesse-là, les lycéennes qui sont là pourront en témoigner quand elles allument la télé, qui est aujourd'hui le principal médium où elles vont chercher la culture. Puisque habitant, par exemple, dans les régions, elles n'ont pas forcément accès à des grands musées où il n'y a plus de salles de cinéma, je ne sais pas moi, il n'y a pas de spectacle de théâtre, des théâtres en public. On n'a plus ça. Or, ça, c'est très formateur pour un jeune. Si on ne va pas au cinéma, on n'a pas de spectacle de théâtre public, on n'a pas de bibliothèque où on peut regarder des livres, on n'a pas de vidéothèque, il n'y a pas de musée où on peut voir des livres, on peut voir des œuvres d'art. La seule
façon dont on peut aller à cette culture-là, à part aller sur Internet, c'est la télé. Or, nos télés aujourd'hui, Angèle, voilà. juste précisément, aussi pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont dans ces provinces-là, comment est-ce qu'on fait pour contourner? Comment faire pour que quand on n'a pas forcément les moyens, quand on n'a pas forcément... il a eu la chance, et il le reconnaît, de pouvoir évoluer dans un environnement où il était extrêmement stimulé d'un point de vue culturel, de par peut-être ses parents, etc. Je crois que son papa était médecin en plus. Quand c'est moins le cas, ou quand c'est pas du tout le cas, comment est-ce qu'on fait pour contourner ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux livres? Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux films de Angèle Diban? Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la culture au sens large, quand on est issu de ces régions qui sont peut-être reculées, où des fois il n'y a même pas la connexion, enfin en tout cas il y a la connexion Internet, mais il faut aussi avoir les moyens financiers pour avoir du crédit, etc., etc. Donc comment est-ce que, selon toi, ces jeunes femmes qui nous écoutent peuvent contourner et avoir accès à tous ces éléments-là? Mais ça peut être très compliqué, mine de rien. Nous, le Dakar de la ville, on pense que c'est facile et à chaque fois on va balancer, mais il faut aller chercher sur Internet. Or, dans certains endroits du Sénégal, c'est même difficile d'avoir l'Internet ou, comme tu dis, d'avoir les 500 francs ou je ne sais pas combien de francs pour se connecter. Donc, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je disais que la télé est là. Même les livres, moi, j'aurais tendance à dire il faut lire parce que dans ma jeunesse, je ne regardais pas la télé. J'avais le droit de la regarder qu'une fois par semaine. Et je devais choisir le jour de la semaine entre le vendredi soir, le samedi ou le dimanche pour regarder la télé. Donc, ce n'est pas la télé qui a fait forcément mon éducation, mais c'était des livres. Il y avait de grandes bibliothèques, on nous permettait d'aller au cinéma, il y avait encore des salles de cinéma là où j'étais. Donc, ces choses-là ne sont plus forcément aussi accessibles, le livre par exemple. Donc, j'ai pu rêver et voyager en lisant, je lisais beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais dire à un jeune, je ne sais pas moi, de Kafountine va lire, où est-ce qu'il va trouver les bons livres pour lire? Si elle veut, par exemple, lire des choses et se documenter sur l'autonomisation des femmes ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais que nos télés, il est important que nos télés retravaillent sur le contenu qu'on donne aux... D'accord, il faut divertir, mais il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, qu'on est le premier médium de transmission de la culture sénégalaise et qu'il faut qu'on y travaille. Ouais, donc avoir des programmes qui sont un peu plus diversifiés et qui permettent aussi de faciliter cet accès aux différents domaines culturels. Merci à toi, Angèle. On va prendre une autre question qui est très intéressante aussi et qui nous vient de Rougiataba, qui est en seconde S de la très belle ville, capitale culturelle Saint-Louis. On t'écoute, Rougiata. Merci à toi d'être avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous remercie de tout cette chance que vous nous avez offert. En temps de ma question est, bon, moi, c'est Rougiata de la région de Saint-Louis, à travers les zones S. Ma question est la suivante. Est-ce que la culture peut refléter sur l'image de la personne? Vous m'entendez? Pas très bien. Pas très bien. Je vais reformuler la question. Est-ce que la culture peut refléter sur l'image de la personne? C'est ça? Qu'est-ce que la culture peut refléter sur l'image de la personne? C'est ça, Rougiatou? Oui. Rougiata, d'accord, super. Alors, Bougar? Oui. Qu'est-ce que la culture peut refléter sur l'image de la personne, de l'individu? Alors, ça dépend. Merci beaucoup, Rougiata, pour ta question. J'espère que tout va bien à Saint-Louis, qui est aussi ma ville, puisque j'ai fait une partie de mon adolescence, passé une partie de mon adolescence là-bas. Alors, qu'est-ce que la culture peut refléter de l'image de la personne? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que sur le plan simplement de l'apparence, évidemment, il y a des signes qui peuvent être véhiculés, qui peuvent renseigner sur une culture. La façon, par exemple, de s'habiller, la façon qu'on a de porter un certain vêtement, de porter un vêtement avec certains motifs, d'être coiffé. Ce sont des éléments qui, d'ailleurs, étaient utilisés dans beaucoup de cultures et sont encore utilisés dans beaucoup de cultures pour refléter
donner, par exemple, une indication sur le lieu ou l'origine de la personne ou sur le stade où cette personne en est de son expérience. Selon le fait, par exemple, si c'est une jeune fille qui n'est pas encore mariée ou si c'est une femme mariée, la façon dont elle est coiffée peut donner une indication. Les motifs qu'elle peut porter peuvent donner aussi une indication sur la façon. Donc, ça peut être une porte d'entrée, voilà, qu'on voit tout de suite, qu'on peut identifier tout de suite. Et il ne faut pas négliger cela, puisqu'évidemment, heureusement ou malheureusement aujourd'hui, les premières impressions qu'on a d'une personne sont toujours celles que l'on voit immédiatement. Mais heureusement aussi que la culture est beaucoup plus intérieure, qu'elle a trait à des savoirs que l'on a, qu'elle a trait à des choses qu'on a reçues en héritage et qu'on peut transmettre en héritage. Et la lieu a un patrimoine, il y a une sorte de patrimoine culturel immatériel, donc qui ne peut pas être vu, qui est simplement intérieur et qui contribue aussi à faire la richesse de la personne. Donc, d'une certaine façon, je peux dire que la culture peut avoir une importance sur l'apparence ou sur l'image de la personne, mais que c'est encore mieux si cette image-là est une invitation à aller beaucoup plus loin dans la connaissance de la personne et qu'elle n'est pas simplement une façon, oui, de s'arrêter à l'image ou de juger la personne sur sa seule image. Avoir de la culture, c'est aussi vouloir connaître la culture de l'autre en dépassant ce que cette culture renvoie comme image première et ne pas simplement s'arrêter sur les effets. Mais il ne faut pas s'y tromper, la culture peut bien avoir son importance, ou bien en tout cas peut apparaître dans l'image que l'on dégage. Voilà. Et comment éviter d'être enfermé dans une identité culturelle? Comment éviter l'enfermement? Et comment finalement se développer dans aussi sa singularité ou ce qui doit forger sa personnalité? Alors, je crois d'abord qu'une culture qui est bien transmise est une culture qui n'emprisonne pas. Donc, très paradoxalement, la culture qu'on te transmet te dit « échappe-toi de moi ». Pour moi, c'est ça la quintessence d'une culture. C'est quand quelque chose qu'on te donne te dit au même moment « vas-y, échappe-toi de moi » ou en tout cas « libère-toi de moi ». Ça dit que la culture est toujours aussi, je crois, un encouragement à aller vers d'autres cultures. Le problème commence à se poser, en effet, lorsqu'on considère que la culture qu'on reçoit est un donné éternel. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas bouger. Toutes les cultures aujourd'hui du monde sont des cultures qui sont aussi formées au contact d'autres cultures, qui ont voyagé ou qui ont eu à faire en tout cas d'autres rencontres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi être conscient d'un fait très simple, c'est qu'on n'habite pas seul sur Terre, qu'il y a d'autres cultures qui sont aussi extrêmement intéressantes, qui sont aussi extrêmement fortes, et que nous ne sommes pas les seuls simplement à avoir une culture. Et évidemment, toute la question, tout l'enjeu pour chacun, c'est d'arriver à installer une sorte de dialogue des cultures, de vivre dans le dialogue des cultures. Et ça, je pense que c'est à un niveau individuel, évidemment, chacun doit être conscient de cela, il doit dialoguer avec d'autres cultures, mais c'est aussi à un niveau collectif, plus politique, par l'éducation, par l'école, et aussi par une pédagogie de la culture qui doit aussi pouvoir apparaître dans les médias et à la télé notamment, comme le disait Angèle tout à l'heure, en diversifiant l'offre des programmes. Alors, on va essayer de prendre aussi les autres questions. Il nous en reste quelques-unes qui sont aussi très intéressantes. L'une d'entre elles, c'est celle de Rugiatou Kontei, qui est en première S1 à Dakar. Rugiatou, nous t'écoutons. Merci d'être avec nous. Et merci d'accepter de nous partager tes interrogations. Rugiatou, est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas si le micro est allumé. Alors, la question est,
je vais peut-être la formuler. Rougiatou, peut-être le micro. Ah, super. Rougiatou, tu nous entends? On t'écoute. Alors, il faut juste... Voilà, super. On t'écoute. Ah. Alors, Rougiatou, tu veux bien partager ta question? J'ai l'impression qu'elle entend. Ouais, bon. Alors, je vais la formuler. Elle est très intéressante. Elle va dans la droite lignée de l'échange que nous avons là. Rougiatou nous demande comment éviter, et là je vais m'adresser tout particulièrement à Angèle, parce que finalement ce que tu fais a une dimension très universelle. Ton travail a une dimension très universelle, même si tu tiens toujours à cet attachement, cet ancrage africain. Comment éviter que la mondialisation empiète sur notre identité culturelle? Question de Rougiatou. Hein. Merci Rougiatou pour cette question. C'est un équilibre à trouver et c'est pas forcément facile parce qu'on a tous aujourd'hui tendance à tendre vers cette mondialisation-là, puisqu'on est dans cette valorisation de l'universel avec Internet aujourd'hui. Ce qui se réveille à Paris dort au Sénégal. Donc, et du coup, on est dans un monde hyper connecté. Mais je pense que le challenge, justement, c'est de se dire, je peux être Angèle, sénégalaise, ancrée, mais tout aussi pouvoir parler à une personne de la Nouvelle-Zélande et lui toucher et qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur le thème que je suis en train de traiter, ou même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'il puisse comprendre et recevoir ce que je suis en train de donner ou de partager sur ma culture, qu'avec sa culture, de sa position, de son continent, qu'il puisse aussi être au diapason avec ce que je transmets. Et c'est un vrai challenge dans nos documentaires ou dans nos fictions, c'est de parler d'abord, même quand on parle d'abord, par exemple dans ma co-épouse bien-aimée, on parle de la polygamie, du Sénégal, ça peut être un traitement très sénégalo-sénégalais, mais comment faire en sorte que parler d'une chose qui est très, très sénégalais puisse faire écho au monde. Donc, c'est une femme qui aime ou un homme qui à un moment en aime une autre. Et ça, c'est un sujet universel, qu'on soit polygame ou qu'on soit monogame, qu'on soit français, américain, sénégalais, ça peut parler à tout le monde. Donc, ce n'est plus une question de polygamie, c'est une question de relation entre deux êtres, de relation amoureuse entre deux êtres. Et c'est là où c'est important de trouver des dosages pour traiter nos thèmes. Et souvent, quand je vais au Congo, moi, sénégalaise, je vais aller au Congo pour parler du docteur Mukwege, comment trouver l'équilibre pour que ça parle au monde entier, en fait. Merci beaucoup, Angèle. Et donc, le pendant de la question, hein, je pense, de Rougiatou, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour ne pas être complètement... Ça, c'est culturel. Désolée. Comment est-ce qu'on fait pour que justement on ne soit pas non plus complètement happé par cette culture du mondial? On le voit, tu parlais tout à l'heure des États-Unis qui sont vraiment dans une logique d'influencer le monde. Tous ces États coloniaux, enfin en tout cas toutes ces politiques coloniales, notamment françaises, qui ont consisté à essayer j'allais dire, d'imposer aussi une culture de l'assimilation, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se préserver de ça et au contraire être suffisamment fort pour continuer à diffuser, à partager cette culture africaine au reste du monde? J'ai envie de dire, c'est être conscient de notre culture, de la force de notre culture, l'aimer profondément et se dire que l'Américain n'est pas mieux que moi, n'a pas une plus grande culture que moi, malgré sa cinématographie très forte, malgré sa richesse, malgré son ouverture et malgré sa puissance dans le monde. Elle n'a pas une culture plus forte que la mienne. Je suis sénégalaise et je dois me dire que ma culture est la meilleure du monde. Mon Sénégal est le meilleur pays du monde. À partir de là, aucune culture ne doit venir m'envahir. Elle doit m'enrichir. Elle doit me fortifier, mais elle ne peut qu'à m'envahir.
Et puis éviter, je pense aussi, la logique de la hiérarchisation, puisque toutes les cultures finalement se valent, mais il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir à chaque fois aussi aller tirer le meilleur de ce qu'on peut trouver ailleurs en étant conscient de ce qu'on a. C'est ce que tu dis aussi. Merci beaucoup. On va prendre deux dernières questions. Alors, la première, c'est celle d'Aminata Diao, qui est à Matam, qui est en seconde S, donc une scientifique. Aminata, nous t'écoutons. Bonjour, c'est Aminata Diao. Je suis très ravie d'être parmi vous. Je suis de Matam, dans ce village du nord d'Anyamachode, au lycée des Anyam. Ma question est la suivante. En quoi le déracinement et l'abandon de sa culture peuvent-ils influencer sur notre identité? Merci beaucoup, Aminata, pour cette question très pertinente. Seynabou, tu peux me reprendre, s'il te plaît? Oui, alors, c'est en quoi, Aminata nous demande en quoi le déracinement et l'abandon de sa culture peuvent-ils influencer notre identité? Oui, bon, je réfléchissais parce que c'est une question hautement philosophique. Ça te parle, ça? Existentielle, très, très compliquée. En tout cas, merci beaucoup, Aminata. Et j'espère là aussi que tout va bien chez mes amis Alpulaar qui doivent avoir faim parce que je crois que c'est l'heure qui. Voilà. Même Seynabou, je la vois sourire là, elle doit avoir faim. Alors, le déracinement, la réalité, c'est que moi, j'ai toujours considéré qu'un homme n'est pas une plante et que même s'il a des racines, les racines ne sont pas ceux qui doivent l'attacher à la terre. Je pense qu'un homme a des pieds, qu'il se lève, qu'il marche, mais qu'il sait toujours d'où il vient. Pour moi, le pire des déracinements, c'est en effet de ne plus savoir d'où l'on vient. C'est-à-dire qu'on est dans le monde comme ça, mais qu'on est une sorte de... Vous êtes des scientifiques, donc vous connaissez la physique. C'est quand on est un atome, qu'on qu'on est comme ça en circulation, mais qu'on n'a plus du tout d'attache. Ça peut être très compliqué parce qu'on va très vite se rendre compte que où qu'on aille dans le monde, les gens sont quand même assis sur un certain socle. C'est-à-dire que toutes les autres cultures sont déjà prises. Et même si vous arrivez à vous intégrer, que vous aimez d'autres cultures, il y aura peut-être toujours une sorte de manque profond sur votre culture d'origine. Après, ce que je dis là est évidemment relativisable. Il y a des gens qui sont parfois obligés de partir de leur pays, de quitter très jeune leur culture d'origine et de se créer d'autres cultures ailleurs. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une question très compliquée à laquelle il n'est pas simple de répondre par oui ou non en disant que non, c'est grave d'être déraciné ou non, au contraire, ce n'est pas grave d'être déraciné parce que les trajectoires font que parfois, on est obligé de se recréer d'autres cultures. Mais je crois que quand on a la chance d'avoir une culture ou une identité d'origine assez forte, il faut tout faire pour en garder ce qu'il y a de meilleur pour la proposer au monde et la proposer à ce que le monde a de meilleur. Donc, d'une certaine façon, on en revient encore une fois à l'enracinement et à l'ouverture. Pour moi, c'est ça l'idéal. Mais il y a des personnes, il y a des cas de figure où on a du mal à être enraciné, où on n'a pas la chance d'être enraciné. Dans ce cas-là, il faut tout miser sur la capacité à se recréer par le génie individuel qu'on a et l'ouverture qu'on a une culture ailleurs. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, rien n'est facile et c'est toujours une lutte. Voilà. J'aime bien cette phrase, la capacité à se créer, à se développer par son génie individuel. Ça sonne comme une invitation. Merci à toi, Bougar. On a une dernière question qui nous vient de Yacine Sek, qui, elle, est à Saint-Louis. On y revient, cette ville qu'on aime tant et qui est si métissée et qui est issue de ce brassage, justement, multiculturel. Quelle est la cause de la perte
Alors, est-ce que Yacine est là? Est-ce que Yacine est là? Ce serait encore mieux si elle pouvait formuler elle-même la question qu'elle voudrait vous poser. Yacine, tu nous entends? Bon, bonjour Yacine, on t'écoute. Je suis Yacine Seck, je suis élève ici chez Roma Foutiyou Tall en classe de première. Ma question est suivante. Quelle est la cause de la d'identité observée au Sénégal de nos jours? Alors, merci beaucoup Yacine pour ta question. Je vais essayer de la répéter pour être sûr que nos panélistes puissent y répondre. Alors, quelle est la cause de la perte d'identité culturelle qu'on observe au Sénégal aujourd'hui? Et ensuite, on va venir à une question de Naye Batili, qui est donc la fondatrice de Shine to Lead. J'ai envie de laisser Bouga répondre à cette question de la cause de la crise d'identité au Sénégal, parce que je sais que les gens sont très sensibles et ne veulent pas presque qu'on parle de qu'est-ce qui cause cette crise d'identité. Or, tout le monde sait, comme le dit Serine Mormey, qu'ils font un deuil national. Ça ne va plus. Ils ne vont pas en parler, les gens se vexent facilement. Elle aurait dit que même quand on parle du théâtre, des séries, de je ne sais pas quoi, tout le monde se vexe très facilement. Mais il y a une crise d'identité, on a une vraie crise. Donc, quand tu es loin, peut-être que tu peux en parler. Alors, juste avant que Mbougar réponde, parce que là, pour le coup, elle t'a sérieusement jeté la patate chaude. Oui. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. Angèle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément du Sénégal, NDEP national, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le NDEP, c'est quand on fait une cérémonie de prière, d'incantation, et qu'on implore le ciel, le soleil, les étoiles, les dieux et tous les éléments de la nature et nos ancêtres pour qu'une personne qui serait, par exemple, malade puisse guérir. En général, c'est l'ethnie des Lébous qui font les NDEP, les Sérères aussi font des NDEP. Mais donc, on va auprès de l'eau, de l'océan, on peut tuer des bœufs, danser, faire le tam-tam et faire en sorte que la personne possédée négativement tombe en transe. Et qu'après cette là qu'il y ait une sorte de renaissance en fait. Et que je pense que le Sénégal a besoin de ce NDEP-là pour qu'il y ait une oui, on veut une renaissance et que bon, Bougar va continuer très bien. Ah, Bougar, je vois qu'elle a en partie répondu à la question. Je ne sais pas si tu en penses, mais... Elle a posé la question, mais elle a répondu. Donc oui, un NDEP national, c'est une sorte d'exorcisme, hein, en tout cas une séance d'exorcisme national aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à des polémiques de plus en plus violentes liées à notre identité. Parce qu'on prétend qu'il y a une identité. Je pense qu'il faut aujourd'hui peut-être simplement se poser cette question-là, parce que le fond de cette question, c'est celle-là. Quelle est aujourd'hui notre identité au Sénégal? Ou si on en désigne une, est-ce que c'est vraiment celle-là qui représente tout le Sénégal? Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une identité particulièrement qui prétend vraiment résumer toute l'identité du Sénégal. Et je vais peut-être prendre le risque de le dire, mais je pense que de plus en plus, il y a beaucoup de voix qui viennent surtout des religions, en tout cas d'une certaine interprétation de la religion, qui prétend vraiment réunir toute l'identité du Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de s'asseoir tous comme Sénégalais et de se demander qu'est-ce qu'on veut comme pratique de la religion, quel est notre rapport à la religion et quand on parle des valeurs sénégalaises, quelles sont les valeurs sénégalaises? Ce sont des choses qu'on dit comme ça, mais si on s'asseyait pour les interroger, on pourrait peut-être se rendre compte qu'elles ne correspondent pas nécessairement à ce que les gens vivent et surtout elles ne correspondent peut-être plus à ce qu'on croyait qu'elles étaient. Je pense que c'est l'exorcisme dont parlait Angèle, le NDEP, ce serait ça, c'est vraiment de se demander aujourd'hui quelles sont nos valeurs aujourd'hui, parce qu'elles semblent évidentes comme ça, mais on voit de plus en plus qu'elles ne le sont pas. Toutes les polémiques autour des séries
entre des gens qui disent que c'est ce que les gens vivent et d'autres personnes qui disent oui, mais même si elles le vivent, ça ne correspond pas à la religion. Ça, par exemple, on a un conflit qui est là et qu'il serait intéressant d'interroger, mais collectivement. Mais aujourd'hui, on a peut-être du mal vraiment collectivement à poser ces débats-là. Et oui, je pense que de façon très simple, c'est qu'il y a une difficulté aujourd'hui à se regrouper autour de valeurs communes. Et peut-être que la tragédie aujourd'hui, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que ce qu'on croyait être nos valeurs communes ne sont pas nos valeurs communes. En tout cas, ne sont pas les valeurs qui correspondent à tout le monde et qu'il est très difficile de les imposer à tout un pays. C'est peut-être ça aussi le grand problème qu'il faut poser. Mais encore une fois, je le dis, collectivement. Ça ce n'est pas une question simplement qui relève de l'État ou de la politique ou qui appartient seulement aux intellectuels. C'est vraiment des choses qui appartiennent à tout le monde. Et je pense que tout le monde ici, les élèves, chacun à son niveau, peut réfléchir vraiment à cette question-là, de se dire quelles sont les valeurs autour desquelles notre pays, le Sénégal, peut s'articuler, se structurer pour aller de l'avant. Et Nabou, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que parfois on oublie que dans le pays, au Sénégal, que c'est un pays laïque. Il y a une majorité musulmane, mais il y a aussi des chrétiens. Et il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Être chrétien ne veut pas dire être occidentalisé ou avoir une culture occidentale. Et on a souvent tendance à mélanger ça. On est chrétien, on n'a pas de religion musulmane, mais on est d'identité sénégalaise. On a une culture sénégalaise dont on est fier et des pratiques. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie et qu'on veuille assimiler la religion chrétienne avec l'Occident. C'est vrai, c'est important. Dans le sens où, en général, on a tendance à dire si on n'est pas musulman, on n'a pas une pratique musulmane, donc forcément on est mauvais puisqu'on tend vers l'Occident. Et qui tend vers l'Occident veut dire que tu es mauvais. Et aujourd'hui, il y a une certaine élite qui voudrait dire que tendre vers l'Occident, c'est être mauvais. Soit, mais nous, on a une religion, peut-être qu'on dit qu'elle vient de l'Occident parce qu'on est des chrétiens, mais n'oublions pas qu'on est des Sénégalais, nés au Sénégal, grandis au Sénégal avec une culture et un ancrage fort dans cette culture sénégalaise-là. Donc, il ne faut pas qu'on nous sépie, qu'on nous enlève, qu'on nous ôte de cette sénégalité-là auquel on a droit absolument. Et quand on veut redéfinir les cultures et les identités, il ne faut pas qu'on oublie que même si on est 5% ou 4%, on est aussi là et on est dans ce pays. Et vous faites la richesse de ce pays. Vous faites la richesse de ce pays, c'est un tout. Et je pense qu'on doit vraiment se focaliser sur ce qui nous unit. C'est ce qui a fait la force du Sénégal, c'est ce qui fait qu'on est un pays de paix. Et c'est aussi ce qui explique qu'on soit souvent cité en exemple, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir plusieurs religions qui coexistent dans un seul et même pays. Et je pense que tu as raison de rappeler cela. Et moi, je voudrais juste donner un petit exemple pour surenchérir sur ce volet-là. L'un des éléments qui est fondamental et qui marque aussi l'identité au Sénégal, c'est notre capacité à tout célébrer. On célèbre à la fois les fêtes musulmanes, les fêtes chrétiennes, et ça fait notre force. Donc, je pense que l'invitation que tu nous fais aujourd'hui, c'est de vraiment rester sur ce qui nous fédère, sur ce qui nous unit, et sur ce qui fait que même dans nos différences, on arrive à le partager avec les autres et on a plaisir à le faire. Merci à toi, Angèle. On continuera à la mettre en veille. Mais oui, donc fête du mouton, il y a tout le monde et les chrétiens. Quand ce sont les fêtes de Noël, on les fête aussi, on est content d'avoir ça. Et en tout cas, on tient à le préserver. C'est aussi notre force. Naye Batili, notre très cher Naye, j'aimerais que tu puisses nous partager la question que t'inspire ce débat, cette session, ces échanges. Écoutez, merci. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je suis ravie parce que c'est très enrichissant. Je pense que les filles apprennent beaucoup, mais pour nous-mêmes, les adultes, c'est un débat vraiment auto-enrichissant. Je dirais, et c'est une question que je pose finalement de la part des filles, je pense à vous toutes et j'aimerais que Angèle l'a un peu abordé, Angèle et Mbougar nous disent, quand on habite en banlieue, quand on habite dans les régions, qu'on n'a pas accès à des bibliothèques, à des librairies, qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des passes Internet pour voir ce qui se passe, pour s'imprégner d'autres cultures,
comment finalement arrive-t-on à se cultiver en étant un peu isolé et sans avoir les moyens de la culture, de se cultiver. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la culture est un luxe. Et c'est vrai que, hormis dans les pays occidentaux où on peut se cultiver gratuitement, aller dans des musées et tout cela, on a encore très peu de musées dans nos pays, très peu de salles de cinéma, tu l'as dit Angèle. Tes documentaires, je ne pense pas que les filles aient pu les voir. Comment peut-on vraiment, encore une fois, se cultiver, s'imprégner de son identité sans forcément y avoir accès. Merci pour la question, Naïe. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé, mais de manière très concrète. Je pense que c'est ça aussi peut-être l'objectif de la question de Naïe. Je suis une jeune femme qui habite à Matam ou bien dans le fin fond du pays Séréer. Comment est-ce que je fais pour continuer à me cultiver, pour m'intéresser, pour avoir l'occasion, l'opportunité d'avoir accès à des livres, à des films? Comment est-ce que je peux faire pour contourner cette réalité qui est souvent économique aussi, faut le dire, au-delà d'être infrastructurelle? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes femmes qui nous écoutent? Bon, je vois qu'Angèle se prépare à me donner encore la parole. Écoute, tu vas y passer aussi, elle va répondre parce que je pense que ça, c'est une question absolument fondamentale pour tout le monde. Alors, pour le dire très rapidement, je pense qu'il y a deux volets à cette question-là. Il y a évidemment le volet politique, c'est-à-dire que là, pour le coup, il faut vraiment que l'État du Sénégal puisse prendre en charge l'accès à la culture pour tout le monde. Donc, il y a un volet là qui ne dépend pas vraiment de nous comme individus, mais collectivement d'un État qui doit décentraliser la culture, la sortir de Dakar et vraiment la propager, la distribuer dans les régions. Ça, c'est absolument fondamental. Construire des bibliothèques, réhabiliter les salles de théâtre, les salles de cinéma et puis promouvoir vraiment toutes les activités locales parce qu'il y en a malgré tout, même dans les zones les plus éloignées, la culture est toujours présente partout. Elle est une cendre qui ne demande qu'à devenir une braise et un feu. Et là, il faut que les gens soient aussi curieux, que tout le monde soit curieux pour essayer d'aller vers les endroits où on est, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et si cette chose n'existe pas, il faut la créer. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est que finalement, le rapport qu'on a avec la culture est aussi un rapport mental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a une culture qui n'est pas pour nous. Parce que c'est ça qui finit par par produire cet effet-là, qui fait qu'on se dit, de toute façon, ce n'est pas pour moi, c'est trop éloigné de là où je suis, je n'ai pas accès à ça, donc non, je ne fais même pas d'effort. Constater que l'accès est difficile est une chose, travailler pour être prêt à aller à ces endroits-là, s'ils sont disponibles, ça c'est une autre chose. Donc je pense que mentalement, chacun doit être prêt à se dire la culture est pour moi, elle est là pour moi et il n'y a rien qui me soit interdit. Il n'y a pas de culture qui soit une culture pour les gens très instruits, une culture qui est très éloignée de ce que je vis, etc. La culture est pour tous et tout le monde doit être dans l'état d'esprit. C'est vraiment une sorte d'état d'esprit là qu'il faut travailler à se dire je suis prêt à aller à la rencontre de toute culture. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est de mettre la pression toujours sur l'État, faire des demandes à sa mairie, par exemple. Toujours, il ne faut pas oublier non plus qu'on est citoyen et qu'on a la possibilité d'agir sur nos décideurs politiques. Il faut de l'abnégation, de la détermination. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible toujours de réclamer beaucoup plus de disponibilité et d'accès à la culture. Alors, moi, si je peux me permettre, je vais peut-être compléter aussi cette réponse-là, parce que c'est aussi une des ambitions de AAC55, c'est clairement de démocratiser l'accès à la culture et faire en sorte que ça ne soit plus réservé à une élite. Et peut-être lancer une invitation aux jeunes filles qui sont avec nous aujourd'hui en leur disant, mais pourquoi pas vous réunir et vous dire, tiens, une fois par mois, dans mon quartier, je vais proposer un livre que j'ai lu, partager mon expérience de ce bouquin-là, essayer de susciter un débat entre nous. Je crois qu'il ne faut pas attendre. Moi, si j'ai peut-être un message à passer, aussi issu de mon expérience personnelle, c'est qu'il faut oser initier les choses. Il ne faut pas attendre.
parce qu'on est bien conscients tous et toutes que si on attend l'État, pas grand-chose va se faire. Et Mbougar, tu as raison de rappeler que c'est aussi de la responsabilité de l'État d'offrir un accès qui soit large à tous, à la culture. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre. Donc peut-être que Zainabou ou bien que Rodiatou peut décider de dire bah, tiens, moi ce mois-ci ou cette semaine, je vais lire ce bouquin-là et je vais organiser une session où on va échanger avec peut-être des amis, peut-être des personnes qui seraient intéressées, communiquer là-dessus et proposer ça, parce que c'est aussi ça, une manière de pouvoir être dans l'action et de contribuer à partager cette culture-là. C'est aussi l'initiative. Pourquoi ne pas demander à Angèle, Naé, c'est une invitation, ça peut être porté par Shine to Lead, de venir projeter l'un de ces films dans une des villes où Shine to Lead est représenté. Ça pourrait être une initiative qui contribue à diffuser et à avoir accès à cette culture-là. Une intervention dans une des écoles, vous êtes toutes lycéennes, donc peut-être que ça peut être ça aussi, venir présenter, partager son travail. Mbougar, tes écrits qui sont absolument denses, extraordinairement denses et qui nous interrogent énormément. Venir partager aussi ce que tu as voulu dire dans les établissements. Je crois que ça aussi, c'est une manière très concrète de pouvoir donner un accès plus large à la culture et surtout de créer une interaction entre les auteurs, les créateurs de cette culture-là et ceux qui la reçoivent. Ça crée une émulation, à mon sens, extrêmement constructive. Alors, on va arriver au terme de cette session. Je ne sais pas si Angèle, tu voulais rajouter quelque chose. On a dépassé un petit peu. Ça a bien conclu. Une conclusion pour cette question-là. Merci. Merci à vous pour la richesse de vos contributions. Merci pour cet échange qui était extrêmement enrichissant, en tout cas pour moi, et je suis convaincue que ça a été le cas aussi pour les filles. Merci à vous les filles d'avoir joué le jeu, d'avoir posé vos questions, d'avoir contribué à enrichir ce débat-là. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se retrouver très prochainement. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faciliter cet échange. Je rappelle que nous étions sur le 3e talk de Shine to Lead qui, à travers ces différentes sessions, introduit plus de dialogue entre des acteurs de la vie de tous les jours, de la vie entrepreneuriale, de la vie culturelle et cette jeune génération qui est en train de se construire. Merci infiniment à tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont les contributeurs aussi. Je pense à Amadou, je pense à Clara, je pense à Aïda, toutes les personnes qui sont à l'initiative de ces sessions, de ces talks, et naturellement sous la houlette de Naé Batili, que je félicite encore au passage, vraiment, pour cette initiative qui est formidable, qui est nécessaire et qu'il nous faut soutenir avec force. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Mbougar, merci Seynabou, merci Naye. Merci les filles. Merci bon les courage. filles. Merci à vous aussi. Merci à tous.